Bonjour et bienvenue pour cette première de nos émissions du Monde City sur les mobilités de demain. Aujourd'hui, nous parlons véhicules électriques. Autant dire qu'on parle des mobilités de demain, des villes au G7 en passant par l'Union européenne. Les mesures pour lutter contre les émissions de CO2 se multiplient et le calendrier existe. Alors on va parler de tout ça en reportage, en débat sur notre plateau. L'électricité sera-t-elle la bonne fée des mobilités de demain, mais aussi la bonne fée du climat, de la santé, de l'emploi? Première de ces émissions, nous sommes ensemble pour une demi-heure. Fin du monde contre fin du mois, cette opposition a été popularisée pendant le mouvement des Gilets jaunes, vous vous en souvenez, elle est particulièrement pertinente sur la question de la mobilité. Les enjeux écologiques et sanitaires plaident sans aucune ambiguïté en faveur d'une lutte extrêmement résolue contre les véhicules polluants, mais les enjeux économiques pèsent, et ils pèsent aussi bien du côté des consommateurs, puisque la voiture verte coûte aujourd'hui beaucoup plus cher et dans bien des territoires, il est difficile de se passer d'une voiture, parfois même de deux. Et puis il pèse aussi sur la question de l'emploi, puisque construire une voiture électrique, eh bien, cela requiert beaucoup moins de main-d'œuvre que de construire des voitures thermiques. On va débattre de tout cela avec Nathalie Appéré et Michel Lusseau. Bonjour Nathalie Appéré. Bonjour. Maire de Rennes depuis 2014, présidente de Rennes Métropole depuis 2020 et marraine en quelque sorte de cette série de 4 émissions. Et le parrain, c'est Michel Lusseau. Michel, bonjour. Bonjour. Géographe, vous travaillez notamment sur les questions d'organisation de l'espace urbain et avez publié ces chroniques de géo-virales que vous avez pu suivre pendant le confinement, les confinements même, parce que vous avez continué. Vous allez donc nous accompagner dans tout ce cycle d'émissions. Et puis dans quelques minutes, pour parler voitures électriques, vont également nous rejoindre Diane Strauss et Jean-Michel Normand. Mais pour commencer, on part du terrain et on part aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, tout le monde le sait, qui sont le pays du vélo, c'est aussi le pays ou un des pays de la voiture électrique, puisque là-bas, près de 20% des ventes de voitures neuves en 2020 étaient des voitures électriques. En France, seulement 6%. Explication en images avec ce reportage signé Pierre Laurent. For me, there's one reason that really stands out about electric vehicles. It's the only way to really reduce CO2 emissions and really save the climate. There's no other car that can do that, period. Nous sommes aux Pays-Bas, ce petit royaume qui compte plus de vélos que d'habitants. Ce pays est aussi l'un des leaders européens concernant les voitures électriques. Près de 20% des ventes de voitures neuves en 2020 étaient des voitures 100% électriques, contre seulement 6% en France. Alors pourquoi les véhicules électriques séduisent tant ce petit pays? En 4 ans, le nombre de voitures électriques circulant aux Pays-Bas a été multiplié par 12. En 2020, 2 voitures neuves vendues sur 10 étaient des véhicules 100% électriques. Et si les véhicules électriques intéressent, c'est d'abord parce qu'ils fonctionnent de manière plutôt simple. C'est ce que je vous amène découvrir. Nous voici au milieu de la campagne néerlandaise où nous allons rencontrer Auke Hoekstra. Il est chercheur à l'Eindhoven University of Technology. So this is an electric vehicle, and I still love how that works. Now you're charging. After electricity comes in here, goes to the battery, and then goes to the motor. The motor is super simple, basically. It works with electric fields that are caused by electrons flowing through them. So basically you empty the battery and the thing starts turning. It's really that simple. And then here you have a pedal which basically says more voltage to the motor, and then it turns faster. It's that simple. Le fonctionnement des véhicules électriques semble donc simple, mais ce n'est peut-être pas la raison qui explique l'engouement autour de ces voitures. Si le nombre de voitures électriques vendues est en nette augmentation aux Pays-Bas depuis plusieurs années, c'est aussi parce que c'est un choix politique. Depuis 2020, le gouvernement subventionne jusqu'à 4 000 € l'achat d'une voiture électrique neuve. Mais ce n'est pas tout. Les acquéreurs sont aussi exemptés de taxes d'achat, calculées sur le taux de CO2 émis par leur véhicule, une taxe qui peut aller jusqu'à plus de 30 000 €. Et la taxe trimestrielle de circulation, due par tous les possesseurs de voitures, est elle aussi annulée. En plus de ces 2 dernières mesures actives jusqu'en 2025, certaines villes poussent encore plus loin leurs efforts. Je suis donc à Amsterdam avec Toulon Barda et on va aller interviewer l'adjoint au maire en charge des transports, Egbert de Vries, pour mieux comprendre la politique qu'il mène depuis plusieurs années en faveur des véhicules électriques. By the year of 2030,
We only want to have electrically driven cars, lorries, but also boats in all of our city. In between the years 2025, we will have a smaller zone within Amsterdam that will be emission-free, and then we will enlarge that gradually towards the whole of the city. And secondly, we have developed a stimulus plan sponsoring people that need to shift from a car with fossil fuel-powered engine to an electrically powered engine. And some people can get subsidies to make the shift, for example, in the taxi world. Promouvoir les voitures électriques, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir les recharger. Et à ce niveau-là, les Pays-Bas sont les champions d'Europe. Sur les 287 000 bornes publiques existantes en Europe, près d'un quart sont situées dans ce pays, soit une borne de recharge pour 4 véhicules électriques. Si je résume, aux Pays-Bas, les voitures électriques ont tout pour séduire. Seul petit problème pour ces voitures dites propres, l'origine de l'électricité. Aux Pays-Bas, un tiers de l'électricité est produite à partir de charbon, qui est de loin la source d'énergie la plus polluante au monde. Dans le mix énergétique néerlandais, 51% de l'électricité provient du gaz, 2 fois moins polluant en équivalent CO2, mais responsable d'importantes émissions de méthane. Alors, pour tenter de compenser cet impact carbone, certaines sociétés réfléchissent à des solutions. Nous partons donc à Utrecht pour voir Robinberg. Robinberg a développé une start-up qui s'appelle WeDrive Solar et qui a pour but de faire marcher les voitures électriques à l'énergie solaire, mais ce n'est pas tout. In total, we have installed 10,000 solar panels. That's enough to drive like 10 million electric miles per year. So we use them to provide clean mobility, but we also look for ways to use the solar energy in a smarter way. So now we have to charge the car a bit, and we have like 400 of these charging stations all over the city now. These ones are also completely enabled for the bidirectional charging. The new cars which are coming from Hyundai and in the future also from Renault and other car companies, they can also discharge. And with that you can basically help the grid to use solar energy also when the sun is not shining, to use wind energy when there's no wind available. L'énergie des voitures électriques pourrait donc alimenter les villes, une démarche verte qui fait écho aux impératifs des conducteurs. Selon un sondage réalisé par Clean Technica aux Pays-Bas, 15% des possesseurs de voitures électriques ont fait cette acquisition principalement pour leur faible impact écologique. Mais les voitures électriques sont-elles si écolo? Prenons d'abord leur batterie. Parmi les matériaux utilisés pour les concevoir, on trouve notamment du lithium. Aujourd'hui, ce métal provient surtout d'Amérique du Sud. Son extraction pollue largement les sols et nécessite énormément d'eau dans des environnements déjà arides. Ensuite, la fabrication des batteries est très énergivore. Or, elles sont aujourd'hui principalement assemblées en Chine qui produit majoritairement son énergie à partir de charbon. Fabriquer une batterie est donc très polluant. Et une fois sur la route, qu'est-ce que ça donne? Pour Hawk Extra, la balance écologique penche malgré tout du côté des véhicules électriques. The electric vehicle has a sort of a disadvantage when it starts, because this battery. A lot of people ask, after how many kilometers will I sort of have earned back my battery? You know, after how many kilometers am I greener? And my answer is, for most cars at this moment in Europe, about 25,000 kilometers or something. And then it becomes very important what electricity mix you use while driving. As electric vehicles drive, basically, the mix they drive on, the electricity mix they drive on, will get cleaner and cleaner and cleaner and cleaner. There's no country that predicts their mix will become less clean. So if you take that into account, wow, the electric vehicle now has a really, really big advantage. Et pour Hawk Extra, sur la totalité de leur durée de vie, les véhicules électriques pollueraient entre 50 et 80% de moins que les véhicules à moteur classiques. Pour le moment, en France, les véhicules électriques représentent à peine 0,7% des voitures. Alors peut-on imaginer un développement plus rapide? Si on écoute les constructeurs, à l'horizon 2030, on aura entre 70 et 100% de véhicules électriques. Pour nous, on est beaucoup plus conservateurs. Là, on parle de changements profonds, non seulement de l'industrie automobile, des comportements d'achat et d'utilisation des consommateurs, mais aussi de la législation. Donc, en 10 ans, ça fait beaucoup de paramètres sur lesquels il faut travailler pour que ça puisse vraiment se développer dans une période finalement assez courte. Pollution, recyclage des batteries, installation de bornes de recharge, diminution des prix. Il reste donc encore quelques marches à gravir pour que les véhicules électriques deviennent, aux Pays-Bas comme en France, la norme parmi les acteurs de la mobilité.
tous les défis, tous les paradoxes aussi de la voiture électrique. Nathalie Appéré, le reportage s'ouvrait sur l'idée d'un choix politique qui avait permis cette forte croissance de l'électricité. C'est super facile à dire, choix politique. Que ne faites-vous ce choix politique plus résolument, Nathalie Appéré? En fait, vous le faites à Rennes, mais pour poser ma question plus sérieusement, ça veut dire quoi un choix politique? Qu'est-ce que pour vous, maire et présidente de métropole, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, l'exemple des Pays-Bas est toujours très, très inspirant et j'avais presque envie de vous dire, un peu comme une provocation, que ce qui est peut-être le plus inspirant, c'est la manière dont les Pays-Bas ont su développer les mobilités cyclables, les infrastructures cyclistes, parce qu'on doit avoir en tête aussi le développement de ces mobilités douces, de ces mobilités actives, et à travers elles, des aménagements de villes qui soient aussi plus douces, plus agréables. Nos villes, elles sont marquées par les années 50, 60, 70, où tout s'est construit autour de la voiture, les villes pompidoliennes, et donc c'est aussi une invitation à faire mieux de ce côté-là. Mais plus sérieusement, parce que un certain nombre de trajets, bien évidemment, continueront à se faire en voiture. Voiture solo, peut-être de manière un peu, pas pour ou un contre peu plus faible. Non, la voiture. Non, évidemment. Alors, quelquefois, un peu en luttant contre la voiture solo, avec ses ambitions autour du covoiturage. Par contre, il y a des trajets qu'il faudra faire en voiture. Donc, la voiture électrique, oui, bien évidemment, que ce soit sur le plan de transport électrique, d'ailleurs, transport en commun électrique, ou voiture individuelle électrique. Et on a, de fait, à accompagner cette mutation, l'accompagner sur le plan industriel. Par exemple, nous avons à Rennes un constructeur automobile qui est très important, très implanté, de nombreux emplois, et on travaille à partir de cette implantation à un pôle d'excellence industrielle pour travailler sur ces mobilités décarbonées. Avec en filigrane aussi cette question de l'emploi que je mentionnais au début, c'est que fabriquer une voiture électrique, ça prend beaucoup moins d'êtres humains, on y reviendra tout à l'heure, que de fabriquer de la voiture thermique. Donc il y a un impact social en France qui peut être assez considérable. Et l'impact social, il est peut-être à deux niveaux aussi. Il est sur cette question de l'emploi, mais il est aussi pour le consommateur. Absolument. Sur comment est-ce que chacun peut accéder avec les mêmes facilités à ces mobilités décarbonées. Et là, on a une responsabilité évidemment politique. On continue juste pour planter le décor. Michel Dussault, Nathalie Appéré disait, voilà, on a hérité de villes pompidoliennes. Il n'y avait pas que Pompidou d'ailleurs, mais enfin bon bref, entre autres pompidoliennes, c'est la ville des 30 Glorieuses, c'est la ville de l'automobile, c'est la ville... Il va falloir redessiner toutes les villes. Ah oui, en France, on peut dire qu'on a conçu la ville en fonction des intérêts de l'automobile. On a fabriqué une ville automobile. Voilà, dans tous ces compartiments, du centre jusqu'aux périphéries. Aujourd'hui, dans les espaces centraux, on circule de moins en moins avec des automobiles, mais ça n'était pas le cas il y a 20 ans. Évidemment, aux Pays-Bas, nous sommes dans une situation complètement différente. L'urbanisation est plus compacte, il y a beaucoup moins de périurbanisation extrêmement lâche et peu dense comme en France. Nous avons périurbanisé à des niveaux d'intensité qu'on a du mal à réaliser quand on ne voyage pas et quand on ne compare pas. Nos périphéries urbaines sont beaucoup moins denses que dans la plupart des autres pays européens. Donc on s'est condamné à l'accessibilité automobile exclusive. Nous avons placé des individus dans une situation où ils ne pouvaient pas ne pas utiliser leur automobile. Mais juste un petit mot, ensuite je voudrais qu'on écoute Marianne Legnaud, mais juste un tout petit mot. On a voulu faire ça, c'était un choix politique aussi, on a incité. Bien sûr. On a incité à acheter du diesel, on a incité à aller s'installer loin pour avoir... politico-industriel, c'est un choix de société. Ma résidence, mon jardin, etc. C'est un choix culturel. Les Pays-Bas, de ce point de vue-là, c'est le contre-exemple. La mobilité cycliste est très forte, la mobilité pédestre est très forte, la mobilité ferroviaire est très intéressante. Il y a un choix qui est beaucoup plus fondé aussi sur des délibérations collectives, sur de la coopération entre acteurs. Et puis les Pays-Bas, ça n'est pas un hasard si c'est aussi en Europe le pays de référence en ce qui concerne la recherche fondamentale et technologique sur les mobilités. Donc nous sommes très en retard par rapport à ça. Et nous risquons donc d'avoir la foi du nouveau converti. C'est-à-dire de penser que l'automobile électrique va tout régler d'un seul coup, sans que nous ayons le moindre effort à faire. Vous voyez, on va passer d'un carburant à un autre en quelque sorte. Non, ça ne se passera pas comme ça, mais l'électrique peut être une très bonne incitation à réfléchir. La recherche et le citoyen, nous avons le chercheur et la maire sur le plateau. On va pouvoir poursuivre le débat dans quelques instants avec Diane Strauss et Jean-Michel Normand qui vont me rejoindre. Mais auparavant, puisqu'on parle de voitures électriques, il faut aussi faire le plein d'électricité. Où en est-on? On a posé la question pour la France à Marianne Legnaud, c'est la présidente du directoire d'Enedis. Pour décarboner les transports par des mobilités électriques,
il faut un réseau de distribution d'électricité et donc Enedis est au cœur de tout ça. Il doit être ce réseau résilient, c'est-à-dire solide, plastique, pour accueillir des nouvelles mobilités. Les chiffres sont très impressionnants, hein, puisque la mobilité électrique, véhicule individuel, pourrait atteindre 15 millions de véhicules dès 2035. C'est une estimation de l'AVER. Qu'est-ce que ça représente? Ça fait à peu près 8% de la production électrique totale française. Donc, notre défi à Enedis, c'est d'accompagner cette accélération. Il faut réellement accélérer, aller plus vite. Aucun acteur de la mobilité électrique ne va réussir tout seul. Il y a pas mal de questions sur où est-ce que je me situe, moi, acteur, sur la chaîne de valeur ajoutée de la mobilité électrique. Et en fait, ça sera une réussite collective avec Enedis, avec les fournisseurs, avec les copropriétés, avec les collectivités locales, les syndicats d'énergie, les opérateurs de bornes, les bailleurs, les promoteurs sociaux. Tout cela, ce sont des projets ensemble. Donc, beaucoup d'optimisme, beaucoup de défis, un paysage qui va changer, qui va évoluer, mais on sent un grand élan collectif, peut-être pour la première fois, autour de toutes les formes de mobilité électrique. Grand élan collectif, mais question extrêmement multifactorielle. Deux invités nous ont rejoints sur ce plateau. Diane Strauss, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice France de l'ONG Transport et Environnement. Et Jean-Michel Normand. Enchanté Jean-Michel, journaliste ici au Monde. Je voudrais vous poser la même question à tous les cas. Donc on comprend que c'est multifactoriel, cette affaire à la fois de décarbonation, de passage à l'électrique ou à d'autres formes de mobilité. Mais est-ce qu'il y a une priorité? Par quel bout prendre les choses? D'un point de vue climatique, il faudrait vendre la dernière voiture thermique en 2035 pour atteindre nos objectifs, c'est-à-dire une économie décarbonée en 2050, parce qu'une voiture reste environ 15 ans sur le marché. Donc, à partir de là, il faut vraiment se poser la question de comment décarboner en priorité, comment lancer ce marché de l'électrification et des usages. Et d'un point de vue des usages, c'est très important. On n'aura pas les mêmes usages en ville et les mêmes usages à la campagne. En ville, on va plutôt essayer de réduire la place de la voiture, d'offrir des solutions alternatives, des mobilités alternatives, actives, partagées, alors qu'en campagne, on aura toujours besoin d'emmener ses enfants au sport, d'aller faire ses courses, etc. Donc là, on aura vraiment besoin d'avoir une voiture individuelle qu'on utilise quotidiennement. Sachant que même à la campagne, on pourrait avoir moins de voitures si les courses venaient au village, par exemple. Vous revenez au village. Jean-Michel, même chose, priorité. Moi, je pense que la priorité, si on veut vraiment diffuser des voitures électriques, c'est le prix. Parce que le problème de la voiture électrique, c'est qu'elle est effectivement moins polluante, mais qu'elle est beaucoup plus chère. Pour être concret d'ailleurs, pour celles et ceux qui n'auraient pas de voiture, pas de voiture électrique, l'entrée de gamme... L'entrée de gamme aujourd'hui n'est pas très haut parce que c'est une voiture low cost et qui doit faire dans les 11 ou 12 000 euros. Mais aujourd'hui, pour moins de 35 000 euros, c'est compliqué de trouver une voiture. Et il y a un problème d'acceptabilité sociale du coût de la voiture électrique. C'est-à-dire que si il n'y a que des Tesla, on ne va pas faire énormément de progrès. Donc je pense que la priorité, c'est... Alors, je ne sais pas comment on peut faire. Il y a plusieurs moyens. Il y a effectivement les subventions. Aujourd'hui, à partir du 1er juillet, la subvention va baisser de 1 000 euros, y compris pour des voitures pas très les voitures les moins chères ou celles relativement accessibles. Donc je pense qu'il faut passer par là. Alors il va y avoir une baisse des prix parce que la production va augmenter, mais ça ne sera pas suffisant pour faire en sorte que ça soit des voitures vraiment populaires. Alors on arrête de construire du thermique, on soutient le consommateur. Nathalie Appéré? Moi, je commencerais bien par la logistique et le transport des marchandises. Sur un territoire comme le nôtre, à Rennes Métropole, le transport voyageur, c'est 25% des émissions de carbone. Le transport de matériel, le transport logistique, c'est 15%. Et là, ça nous donne la capacité, quand on entre par cette politique du dernier kilomètre de la logistique durable, d'avoir des opérateurs économiques qui ont une capacité à changer leur flotte, parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est onéreux, c'est plus onéreux aujourd'hui un véhicule électrique. Donc là, par contre, il y a un avantage économique, une capacité à pouvoir le faire, et peut-être que, au lieu d'avoir des véhicules thermiques qui circulent en ville le plus souvent au quart plein ou à moitié plein, on organise
toute une filière autour de la logistique. Oui, on a des outils, on a les zones à faible émission, la capacité à interdire certains accès à des véhicules thermiques. Donc il y a des leviers publics qui, d'ailleurs, peuvent ensuite permettre à des producteurs de véhicules d'investir dans la technologie et donc de rendre, le cas échéant, les véhicules moins coûteux. Et puis on se posera aussi la question de comment on les alimente, donc comment est-ce qu'on met les bornes aux bons endroits, et on tire sur le fil, pourquoi pas autour de cette question des mobilités logistiques. Alors ne plus fabriquer, aider le consommateur, passer par la logistique, Michel? Comme tout ce qui a été dit est bel et bon, je choisirais une autre piste. Je pense qu'il faut sortir de la monoculture du moteur à explosion. Il faut peut-être décoloniser, y compris nos imaginaires, par rapport au moteur à explosion, qui apparaît comme toujours la seule solution véritablement intéressante et qui nous a fourni évidemment beaucoup de plaisir. Mais regardez, pendant la pandémie, regardez ce que nous avons découvert lorsque les automobiles ne circulent plus. Nous avons découvert une autre allocation des espaces urbains pour la pratique possible. C'est-à-dire nous avons découvert que les automobiles prennent énormément de place, beaucoup trop de place. Et puis, dans les villes-centres, nous avons redécouvert le silence. Et c'est aussi ça, sortir de la culture du moteur à explosion, c'est peut-être considérer que ça n'est pas une restriction, que ça n'est pas une punition, que ce n'est pas une purgation, mais c'est peut-être un champ de conquête, un champ d'invention de nouvelles pratiques. Moi, je veux toujours faire passer ce discours positif sur les nouvelles mobilités. Les nouvelles mobilités, ce sont des nouvelles capacités aussi à se mouvoir, de nouveaux imaginaires, de nouvelles cultures. Ben, nous avons toujours besoin d'inventer de nouvelles cultures. Vous faites réagir Jean-Michel Normand, ensuite je repasse la parole à Diane. Cet imaginaire, il est quand même bien avancé. Enfin, si j'ose dire, la voiture a du sans-plomb dans l'aile. Parce qu'aujourd'hui, la modernité automobile, c'est clairement la voiture électrique. Mais pas partout. Effectivement. Ah non, pas partout. Et effectivement, c'est un problème. Et pas dans tous les groupes sociaux. Absolument. Je lis nos confrères, et notamment les Échos, à qui vous venez de dire, concernant les propositions de l'Union européenne, qui pourtant sont assez ambitieuses, on ne va toujours pas assez vite. Alors admettons qu'on ne va pas assez vite. Qu'est-ce qui bloque concrètement? Quels sont les obstacles à lever pour aller plus vite? En fait, il faudrait vraiment lancer le marché de l'électromobilité le plus rapidement possible au début des années 2020 pour permettre de lancer la machine et justement d'atteindre une parité des prix en 2025, en 2026 pour avoir des voitures électriques qui soient accessibles pour tous au moment de la mise en place aussi des zones à faible émission dans les villes, quand les citoyens vont avoir besoin de voitures électrifiées pour rentrer en centre-ville, s'ils décident de rentrer en centre-ville avec leur voiture. Donc il faut vraiment que les constructeurs lancent cette machine, et pour lancer cette machine, il faut que les normes européennes soient plus restrictives. On a vraiment vu que ce sont ces normes européennes qui ont permis de lancer le marché de l'électrique cette année en 2020. Si elles n'avaient pas été là, on serait resté aux alentours de 3% des ventes, et grâce à ces normes, on a explosé les ventes autour de 11% en France et plus dans les pays nordiques. Donc, il faut vraiment que l'Union européenne soit très ambitieuse au début de cette décennie. Jean-Michel Normand, les constructeurs automobiles, comment ils vivent, comment ils gèrent ça? C'est votre c'est l'épée dans les reins. Et avec notamment les enjeux sociaux et le fait, je n'ai plus je dois avoir les chiffres en tête. Si, voilà, une voiture avec un moteur diesel, c'est 10 emplois, moteur essence 6, électrique 2. Ça fait du monde sur le carreau quand même. Et on ne parle pas de l'entretien. Parce que l'entretien, en plus d'une voiture électrique, est infiniment moins important qu'une voiture thermique. Donc, effectivement, c'est un vrai problème. Et il y a toute une philosophie qui est en train de monter chez les constructeurs automobiles qui peut éventuellement être problématique. C'est on va s'en sortir en faisant beaucoup moins de voitures, très bien, mais des voitures beaucoup plus chères. Et ça, c'est une tendance qui peut être, me semble-t-il, relativement inquiétante, puisque l'automobile, si on ne gère pas très bien l'électrification, sera en train de redevenir un produit de luxe. Il faudra qu'un Ford du XXIe siècle refasse une Ford T pour que ça se régénéralise. On accompagne les constructeurs automobiles, bien évidemment, dans cette mutation. Je pense que c'est aussi une responsabilité sociale à tout point de vue, et sur l'emploi et sur le consommateur final. On peut aussi avoir des avantages comparatifs sur de la recherche, de l'innovation. Donc c'est pour ça que le bilan que vous citiez en termes de nombre d'emplois par véhicule électrique me paraît aussi à relativiser au regard de ce que peuvent être des relocalisations
d'emplois, sur des savoir-faire, des avantages compétitifs que nous pourrions retrouver. Et puis, ces emplois, ces compétences, elles peuvent aussi se transférer sur d'autres secteurs. Moi, il y a un secteur qui me semble utile aussi pour penser la mobilité électrique, c'est quelle production électrique ? Et de ce point de vue, je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie d'un débat sur notre mix énergétique quand on s'apprête, le cas échéant, à transférer nos choix du moteur thermique vers l'électrique. Il faut à chaque fois qu'on regarde tout le système. Et mix énergétique, alors je mets de côté un peu aisément la question des déchets, mais qui est plutôt, en termes d'impact sur le climat, qui est plutôt bon en France par rapport à d'autres pays, quand on citait l'exemple des Pays-Bas notamment. Sauf que si on regarde spécifiquement les énergies renouvelables, avec toute la crispation que ça peut générer par ailleurs, c'est au cœur du débat public, et en tant qu'élu, on est souvent assez bien placé pour devoir défendre ce nouveau mix énergétique, mais on est encore aujourd'hui sur l'éolien, sur le photovoltaïque, très en deçà de ce qu'est le potentiel de production. Et là aussi, on a un enjeu environnemental qui est important. Yann Strauss, Michel Dussault, de toute façon, la seule énergie non polluante, c'est l'énergie que je ne consomme pas, d'une manière ou d'une autre. Enfin, toutes ont des conséquences. Est-ce que c'est ça aussi, redessiner les villes, repenser nos modalités de déplacement pour... vous savez, est-ce qu'on peut résoudre le problème en faisant l'économie de cette réflexion-là? Bien sûr que non. Nous sommes aujourd'hui encore dans ce que les spécialistes appellent un système thermo-industriel, c'est-à-dire un système qui est complètement orienté par l'énergie carbonée classique. Il faut inventer un système, je ne sais pas, environnementalo-industriel, parce qu'on a besoin d'industrie, on aura toujours besoin de produire des objets, notamment des objets mobilitaires. Mais il faut un système complètement orienté, non pas par l'énergie carbonée, mais orienté par le zéro carbone. Et pour ça, c'est un effort colossal que nous avons à faire. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de réinvention. Il faut tout repartir, il faut repartir à zéro. Il faut se donner la possibilité de se dire, bon voilà, nous nous déplacions comme ça, nous bougions comme ça. Eh bien, pourrions-nous bouger autrement ? Et dans quelles conditions? Et tout va s'enchaîner. Par exemple, les voitures électriques. Pourquoi ne pas les construire plus légères? Alors que les voitures thermiques, aujourd'hui, sont sans cesse plus lourdes. Et regardez Jean-Michel, il construit les voitures. Il ne les construit pas. Si on fait des voitures électriques plus légères, c'est tout à fait envisageable. Simplement, il faudrait prévoir beaucoup plus de stations de recharge. Exactement. Exactement. Oui, je pense que la question des emplois est vraiment fondamentale parce qu'on est vraiment sur un rythme de transition inédit entre la voiture thermique et la voiture électrique. On a en effet tout un système de production de voitures thermiques en France, puisqu'on en a produit historiquement. Les gens sont là, ils sont en place, c'est un savoir-faire et on est en train de changer très rapidement de technologie. Donc, de notre point de vue, l'important, c'est d'anticiper et d'accompagner, c'est-à-dire retarder la transition de 5 ans, de 10 ans. C'est pas ça qui va nous permettre de sauver ces emplois. Ce qu'il faut, c'est anticiper la transition, quels sont les bassins d'emploi dans lesquels on va pouvoir passer du thermique à l'électrique, quels sont les bassins d'emploi dans lesquels il va au contraire falloir investir dans des nouvelles filières, peut-être, de nouvelles industries, quels emplois doivent être reformés, réorientés. Mais patienter ne sert à rien, en fait. Voilà, il faut prendre vraiment la question à bras-le-corps et s'interroger et planifier. On a 15 ans maintenant pour planifier, donc on a le temps. J'ai une dernière question, 30 secondes chacun, si vous voulez bien. Michel Dussault parlait tout à l'heure du silence dans les villes pendant la pandémie. Est-ce que cette pandémie, avec y compris l'impact sanitaire que ça a pu montrer, alors pour le pire sur la santé des gens qui ont attrapé le Covid, mais pour le meilleur, pour ce qui est de respiration dans les villes, est-ce que vous avez l'impression que ça joue un rôle d'accélérateur dans la prise de conscience? Est-ce que vous sentez ça? On l'a vu sur l'explosion de la part de marché des voitures électriques, qui était grosso modo, 2% les mois de grand vent en France il y a 2 ans, et maintenant c'est à 8%. Rien n'a évolué technologiquement dans les voitures. Rien ne justifie. Il y a eu un déclic. Il y a une prise de conscience. On ne sait pas combien de temps ça va durer et jusqu'où ça ira, mais il y a eu un déclic. Nathalie ? La première prise de conscience de la pandémie, c'est peut-être que la santé, c'est important. C'est ça. Et qu'il y a un enjeu de santé publique énorme sur la qualité de l'air, dont on sait à quel point elle est responsable de nombreux décès chaque année et de pathologies. Donc, il y a une première attente à cet endroit-là. L'autre attente, c'est l'apaisement de l'espace public, c'est la sérénité, c'est la qualité de vie en ville, dans nos espaces. Et on voit bien à quel point l'automobile, aujourd'hui, est une nuisance par rapport à cette qualité de vie et à cet espace apaisé.
Oui, ça a précipité des prises de conscience, mais vous savez, l'être humain est un animal oublieux. Donc sans la constance de l'engagement des intervenants sociaux, des acteurs économiques et des acteurs politiques, je crains que nous n'oublions très rapidement. Et notamment des ONG. Diane Strauss, vous avez ressenti, vous, dans votre... Oui, moi, ce qui m'a vraiment marqué avec cette année de Covid, c'était de vraiment comprendre mieux les impacts de la qualité de l'air et de la pollution de l'air sur la santé. On parle souvent de maladies respiratoires, mais il y a aussi des AVC chez les jeunes de moins de 40 ans. On parle de cancer du sang, cancer du cerveau. On retrouve des particules ultra fines dans les urines des enfants. En fait, il y a vraiment un travail de pédagogie à faire sur ce que ça signifie, la pollution de l'air, pour les gens qui habitent en ville, les drames familiaux qui se jouent autour. Et que c'est pour ça qu'on met en place des zones à faible émission. C'est pour ça aussi qu'on demande d'électrifier les centres-villes. C'est ça qui se joue dans cet enjeu. Merci beaucoup à tous les quatre. Vous avez parlé des imaginaires. Je ne sais pas si je rends service, mais je vais vous citer un quintil d'Apollinaire, extrait de Juin de Paris, dans le recueil La chanson du mal-aimé. On est en 1913. La fée électricité, vous savez, il y a cette gigantesque fresque aussi. La fée électricité embrase les imaginations et Apollinaire écrit « Soir de Paris, ivre du gin, flambant de l'électricité, les tramways, feux verts sur l'échine, musique tout long des portées de rails, leur folie de machine. » Voilà, c'était ma part de poésie et d'imaginaire. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission spéciale. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes de cette série sur les mobilités urbaines de demain. On parle transport connecté, hydrogène, accessibilité pour tous. Tout cela sur lemonde.fr. À bientôt.